Wesh les gens, c'est Revive, bienvenue dans cette nouvelle review de l'anime Stone Ocean, cette deuxième review du deuxième batch de Stone Ocean, qui cette fois-ci reviendra sur les épisodes 17 à 20, épisodes qui couvrent donc les combats contre Dragon's Dream et Yo-Yoma, beaucoup d'attentes donc, vu que Dragon's Dream est un combat assez compliqué à lire, c'est aussi un des combats que j'attendais le plus en animé, pour essayer d'expliciter ça et un peu redorer son blason. Donc il va être temps de voir ce qu'il en est, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la première review, voilà, c'est des vidéos qui ne sont pas beaucoup montées, qui ne sont pas écrites et où juste je parle librement de l'animé. Sachez juste qu'après ça, donc dans la prochaine et dernière review qui devrait sortir la semaine prochaine, du moins je l'espère grandement, on fera un petit bilan de ce deuxième batch, voilà, pour dire ce que j'en ai pensé dans son intégralité, histoire de terminer cette série de reviews en beauté. Et puis sur ce, je ne vous laisse pas patienter plus longtemps, c'est parti pour la review de l'épisode 17. Ouais. L'épisode 17 adapte donc le tome 8 et le combat contre Kenzo, ce grand malade de Kenzo, le combat contre Dragon's Dream, ou contre Drake's Dream comme ils l'ont traduit. Ça va, franchement on a vu pire comme traduction. Dragon, Drake, voilà, je crois qu'il y a des différences entre les deux pour les amateurs de mythologie, mais globalement on reste dans la ligne directrice, c'est pas ouf, mais on a vu clairement pire. L'épisode commence donc avec un petit récap, voilà, je pense que c'est l'habitude maintenant pour Stone Ocean. J'ai plus de souvenirs s'il y avait des récaps dans les parties avant Stone Ocean. J'ai un gros doute là-dessus et j'ai un peu la flemme de vérifier, donc s'il y en a qui se rappellent, n'hésitez pas à me dire. Dans la partie 1 de Stone Ocean, il y en avait en effet, mais avant Stone Ocean, je pense pas qu'il y ait autant de récaps que ça, mais bref, c'est pas très grave, ça prend pas beaucoup de temps, et celui-ci était particulièrement fluide, ça monte les événements, et ça enchaîne directement sur tous les condamnés qui sont gorgés d'eau, et l'apparition de ce cher Kenzo qu'on avait déjà vu dans l'épisode d'avant, ou l'épisode 15, je sais plus. Bref, on l'a vu apparaître au moment où tous les détenus sont libérés. Alors, le combat contre Dragon's Dream, c'est, je pense, l'un des combats que j'attendais le plus également. Voilà, décidément, ils s'enchaînent. Pas pour les mêmes raisons, parce que c'est pas un combat dont je suis extrêmement fan, même si mon avis a peut-être changé avec l'animé, comme beaucoup de gens ici, je pense. Un combat dont je suis pas très fan dans le manga, parce que tout simplement, il est extrêmement difficile à comprendre. Le concept de base, je l'avais, en effet. Il montre les points de chance. Si tu sais t'en servir, tu pourras soit esquiver des attaques, soit balancer un coup fatal sur l'ennemi, et lui aussi peut profiter de ça. Il y a plein de subtilités que j'ai pas compris, parce que le manga, encore une fois, le noir et blanc, les dessins d'Araki qui sont assez clairs finalement, mais qui sont très compliqués à déchiffrer, et sur lesquels il faut se concentrer pour arriver à percevoir la clarté dans le fouillis ambiant que ça peut laisser paraître au début. Alors évidemment, une adaptation animée qui prend le temps de bien détailler les mouvements, la mise en scène, les explications, etc. Ça aide grandement la compréhension de ce genre de fight, donc c'est pour ça que j'avais de grosses attentes. Bref, alors qu'est-ce qu'il en est du coup pour ce combat contre Dragon's Dream? Déjà, l'introduction de Kenzo est exceptionnelle. Évidemment, il va venir nous balancer des gros flashbacks de Salut les geeks ou de What the Cut, je sais plus, avec son urinothérapie dégueulasse. Faut savoir que ce gros sale de Kenzo a exactement la voix qu'il lui fallait, j'ai pas été regarder qui était son seiyuu, mais en tout cas, ça colle parfaitement à cette espèce de détraqué sectaire que j'aime beaucoup finalement. Et évidemment, Jolyne qui va répliquer avec ses pauses d'insultes à l'italienne, en français, en anglais, ce que tu veux, bref, va te faire foutre dans toutes les langues. Peut-être qu'un peu plus de mise en scène, un peu plus de background notamment, ça aurait pu rendre la scène encore plus marrante. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de grosses prises de risques similaires à la Torture Dance, pour rendre un peu les scènes d'humour encore plus drôles qu'elles l'étaient. Mais c'est pas grave, là il n'y a pas spécialement besoin, et les fondus au noir direct, enfin les cuts au noir même, ça marche très bien, et c'est toujours aussi drôle que de voir Jolyne faire ça, et le voir en animé, ça régale. Bref, Kenzo va donc faire apparaître son cher Dragon's Dream. Alors ça par contre, à l'inverse de Planet Ways, c'est un stand que j'adore, qui a un design juste incroyable. Et également, on l'avait vu dans le trailer, il est en CGI, ou du moins partiellement, il y a des frames où il ne l'est pas, mais en tout cas, dans son apparition, il est en CGI. Et là, pour le coup, c'est une CGI dont je comprends, mais alors, totalement l'utilisation. Elle passe bien mieux parce que c'est pas un être humanoïde, du coup on se retrouve pas dans cette espèce de vallée de l'étrange toujours un peu bizarre avec la CGI. Là, ça passe très très bien, et finalement elle a un rendu très très esthétique. Finalement, je me demande s'il a pas simplement été fait en CGI par pur choix artistique, parce que vraiment, vu que c'est une espèce de boussole qui tourne, on ressent un peu les tremblements, les vibrations de la boussole quand elle bouge, et ça rend juste très très bien, et il est très 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 beau ce Dragon's Dream en animé. Pour ce qui est de sa voix, c'est pareil, j'aime beaucoup, on ressent bien le contraste entre la voix de Kenzo et celle de son stand, qui pour rappel est neutre,
Du coup, on ressent bien la différence, il a sa personnalité propre, et elle est plus que jamais accentuée dans cet animé, donc c'est très très cool. Le combat va donc commencer avec l'arrivée de Foo Fighters, qui va se faire détruire je ne sais plus quel os, de manière à ce que, malgré son statut de plancton, elle arrive quand même à se noyer grâce à l'eau que va lui foutre ce dégueulasse de Kenzo dans sa bouche. Voilà, très très bien, la mise en scène est stylée, on voit à travers son corps. Araki aimait beaucoup faire ça dans cette partie Stone-Ocean, visiblement. Ça rendait très bien dans le manga, ça rend toujours très bien ici, donc c'est parfait. On retrouve aussi la frame où, qui est encore une fois un harmonicel, où Foo Fighters est en train de se noyer dans une espèce d'énorme vague. Ça marche très très bien cette analogie-là, on peut bien se rendre compte de la détresse qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Et en plein écran comme ça, pas sur une simple case, ça permet de ressentir encore plus cette analogie. Et pour finir avec cette intro de combat, j'aime énormément le moment où Foo Fighters recule finalement et se glisse dans la barrière de manière à ce que Kenzo ne la frappe pas, voilà. La musique s'arrête d'un coup, il y a un sound effect un peu bizarre et j'ai trouvé ça super drôle, j'ai beaucoup aimé cet échange de coups. Et c'était vraiment une super entrée en matière pour ce cher Kenzo et son Dragon's Dream. Anasui ensuite nous expliquera vite fait qui est Kenzo, voilà. Ce gourou sectaire qui a tenté de s'immoler avec l'entièreté de sa secte, mais qui a survécu à l'incendie grâce au Feng Shui, grâce à sa chance miraculeuse. Et après ça, on va commencer tout doucement à comprendre globalement en quoi consiste son stand à Kenzo, avec un petit échange de coups entre Kenzo et Foo Fighters, dans lequel on comprendra que Dragon's Dream est un stand neutre, voilà, et ça sera tout de suite totalement explicité par les explications d'Anasui quant au Feng Shui. Alors je les ai beaucoup aimées ces explications, avec le petit kanji à la fin, le petit signe, je sais jamais si c'est un kanji ou un katakana, je suis désolé, mais bref, on va dire le katakana à la fin qui termine ça, comme si c'était l'explication d'une technique secrète. J'ai vraiment beaucoup aimé la mise en scène de ce truc-là. Alors je vais pas vous expliquer concrètement ce qu'est le Feng Shui et comment fonctionne le stand, je pense que vous l'avez compris pour la plupart. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros ce stand-là est neutre, tout ce qu'il fait, c'est déterminer quel est le meilleur angle d'attaque, donc il y a le côté chanceux et le côté malchanceux. Si tu tires, si tu fais une attaque du côté chanceux, soit tu tues ton ennemi d'un coup avec ton propre coup, voilà, comme ce qu'a essayé de faire Kenzo en mettant son bras dedans, ou si ça marche pas, eh ben il se passera un enchaînement d'événements malencontreux qui amèneront à la mort de l'ennemi, s'il reste en tout cas dans cette zone de malchance, si j'ai bien compris. Et quant à la zone de chance, c'est une zone dans laquelle les coups normalement ne nous atteignent pas, ce que fait d'ailleurs Kenzo en se déplaçant d'ailleurs de manière très stylée. J'aime beaucoup la manière dont il se déplace, c'est très mystique, je pense qu'il est en CGI d'ailleurs dans ces moments-là, il a son petit modèle 3D le Kenzo, et ça rend très très bien vu qu'on sent que c'est un peu une technique surnaturelle, donc là pour le coup, l'utilisation de la CGI est très pertinente. Bref, Dragon's Dream, pour ceux qui sont à jour sur Jojo Lion, c'est le prototype de Wonder of You. Sauf qu'à la différence des deux, là, ça se terminera d'une manière intelligente, ce que Wonder of You n'a pas réussi à faire. Bref, sur ce, l'épisode va se terminer avec le ventilateur, voilà, c'est-à-dire que le Feng Shui, Dragon's Dream, a déterminé que le point de malchance de Foo Fighters se trouvait dans sa nuque, et là, ils vont tous regarder nos héros en l'air pour voir qu'il y a un truc qui tourne à toute vitesse sur le toit du quartier disciplinaire. Ceci dit, le ventilateur n'était pas la véritable menace, mais un espèce de bout qui s'en est retiré, qui va venir se carrer dans la nuque de Foo Fighters. Voilà, la tension, les éclaboussures de sang quand le boomerang va rouler par terre. Franchement, en termes de mise en scène, je me répète, mais cette partie de Stone-Ocean est absolument exceptionnelle, c'est un sans faute absolu. Et en tout cas, pour ce qui est de cet épisode d'introduction de Kenzo, c'est une énorme réussite, voilà, que ce soit en termes de mise en scène, de rythme, d'animation, de color shift. Et également, je suis entièrement convaincu par les seiyuu respectifs de Kenzo et de son stand, ainsi que par l'apparence de ce dernier qui rend extrêmement bien, et que j'aime encore plus, voilà, c'est un de mes stands préférés, que ce soit son design ou sa personnalité, qui sont toutes deux exceptionnelles, et je suis très content de le voir mis en lumière comme ça. Enfin, après tout le temps que j'attendais, je suis très content de le voir, et surtout de le voir aussi beau, oui. L'épisode 18 brûle Foo Fighters, faisons donc suite à Brûle Dragon's Dream, dernier épisode de cet arc, couvre donc la toute fin du tome 8 et le début du tome 9, et oui ça va vite, hein, on carbure quand même à 2 épisodes pour un tome, franchement c'est un rythme assez soutenu, et jamais j'ai l'impression que ça rush, bref. L'épisode commence avec Foo Fighters qui tire dans une direction chanceuse, voilà, histoire de faire une petite remontada
comme elle en a l'habitude. D'ailleurs, je me rends compte que je commence à dire elle alors que je disais il dans la review d'avant. Peut-être parce qu'on la voit plus en femme qu'en plancton dans ce batch-là. C'est pas très important, de toute façon, on s'en bat un peu les couilles. Bref, suite à ça, Kenzo, il va un peu chialer, le pauvre. Et c'est vrai qu'il fait un peu de la peine, finalement, parce que ça a beau être un mec qui boit sa pisse, finalement, c'est pas non plus un énorme meurtrier, tu vois. C'était un suicide collectif, tout le monde était consentant. Bon, c'était un sectaire, mais je pense qu'il a tué personne, tu vois. Et il s'est moqué par des pédophiles horribles en prison, comme il dit. Le type fait un peu de la peine, quoi. Pauvre Kenzo, je pense qu'il mérite pas ce qui lui arrive, même si ça reste une belle merde. Bref, la review de cet épisode est un peu bizarre jusqu'à maintenant. Foo Fighters doit donc aller chercher de l'eau, sinon, eh ben, elle va finir par se déshydrater complètement et mourir, en bon plancton qu'elle est. Et ce qui va nous amener, évidemment, dans le cadre du climax de ce combat, dans la fameuse chaise électrique. Franchement, j'aime énormément cette idée de Dragon's Dream. En termes de tension, on pouvait juste pas faire mieux. En plus, les effets visuels de la chaise électrique sont exceptionnels. Tout en jaune, tout en teinte de jaune, tout en électricité. C'est juste beaucoup trop stylé. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait que la sueur, dans ce moment de transe, là où il pense avoir gagné, etc., déjà, c'est extrêmement bien mis en scène. Et surtout, la sueur est bien mise en avant, ce qui fait clairement mieux passer la stratégie de Foo Fighters, qui pouvait paraître comme un peu sortir de nulle part dans le manga. Là, on voit bien que le ref, il sue à grosses gouttes. Et qu'ainsi Foo Fighters va donc pouvoir un peu fusionner ses planctons avec sa sueur pour pouvoir créer un miroir qui va refléter en fait le dragon, mais du coup vu que ce n'est qu'un reflet, Kenzo se trouvera dans une zone de malchance alors qu'il pensait être dans une zone de chance, ce qui est véritablement une manière absolument brillante que de terminer ce combat contre Dragon's Dream, et l'anime a clairement su expliciter ça plus que jamais avec des actions bien plus lisibles et la sueur qui fait tout pour nous faire comprendre qu'elle est importante, que c'est pas normal que le type sue autant, quoi. Bref, ceci dit, c'est pas fini, Jolyne va descendre elle-même pour régler le cas Kenzo, puisqu'en effet, le ref a survécu là où manifestement le plancton de Foo Fighters conduit bien plus l'eau et était donc bien plus sensible à la chaise électrique. Et c'est là où j'avais pas compris dans le manga, en fait, la résolution de Foo Fighters, pardon, la résolution de Dragon's Dream, j'ai toujours eu du mal à la saisir. L'entièreté du combat, le reste, j'avais saisi avant de voir l'animé, même si j'avais dû bien me concentrer. Là, pour le coup, la résolution, j'avais pas tout compris, et c'est ni la trad de Del Courtoncam, ni la trad de Netflix qui allait mieux m'aider à comprendre. Mais pour le coup, avec l'animé, en me replongeant un peu dans des wikis quand même, j'ai réussi à comprendre ce qui se passe à la fin. En fait, c'est tout con, Jolyne attaque Kenzo dans le but que ce dernier se décale dans la zone de chance, et afin que Jolyne puisse voir où se trouve la zone de chance. Puisque sa théorie, c'est que l'explosion des nombreux millions de volts, des milliers de volts, je sais plus combien c'est exactement, 2800 je crois, elle se doute bien que cette explosion-là a dispersé des planctons un peu partout, et en l'occurrence, grâce à la zone de chance, vu que c'est la zone de chance, elle se doutait bien que c'était ici que ces planctons avaient été dispersés en fait. Et du coup, elle se trompe pas, puisqu'en effet, dans la zone de chance, il y a les restes du miroir, les miroirs qui contiennent évidemment le miroir de sueur qui était également fait des planctons de Foo Fighters, donc c'est logique qu'ils se retrouvent là, et du coup elle va pouvoir prendre ces planctons, cette eau, et les redonner à Foo Fighters de manière à ce que tout puisse bien se passer. Et j'avais du mal à comprendre parce que vraiment la traduction de Netflix et la traduction de Del Courtoncam était vraiment pas claire là-dessus. Le fait qu'Anasui explique ça à un moment un peu bizarre aussi, ça aide pas la compréhension, et peut-être que l'anime aurait pu encore faire plus d'efforts là-dessus. Peut-être que c'est une erreur complète de la traduction française, et qu'en japonais c'est entièrement compréhensible. En tout cas voilà, c'est comme ça que j'ai compris la fin. Peut-être que c'est pas ce qui se passe, et peut-être que j'ai encore une fois rien compris à Dragon's Dream. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez m'expliquer. Mais en tout cas, je pense que j'ai mieux compris ce combat, et si c'est bel et bien ça, c'est en effet pas tant tiré par les cheveux, et finalement plutôt très très stylé quoi. Et enfin, pour définitivement terminer ce cher Kenzo, il va vouloir mettre un coup à Jolyne qui avait l'air d'être fatal, un énorme coup de pied à Jolyne qui a d'ailleurs un putain de sound effect mais ultra violent, qui nous fait comprendre ce qui se passe en réalité, puisque ce qui se passe c'est que Diverdown était directement dans le corps de Jolyne, et que du coup le truc a fait office de barrière, et qu'en fait ce qu'il vient de faire la Kenzo c'est tout simplement de s'éclater le pied, et d'une force absolument légendaire. C'est pour ça que le sound effect est si accentué, et la manière dont c'est révélé c'est comme dans le manga, c'est-à-dire qu'il va remonter tout doucement, et tout d'un coup le type va flotter, et c'est extrêmement fort, puisque là en plus on a la musique qui va tout d'un coup s'arrêter, et bordel qu'est-ce que c'est drôle de le voir ensuite rebondir comme ça, avec ses jambes défoncées, ses jambes qui se fracassent sur elles-mêmes, on les voit à l'intérieur. Franchement, c'est l'une des parties les plus violentes de cet océan en termes de body horror.
On est clairement sur des niveaux extrêmement hauts, et encore c'est pas fini parce qu'après il y aura la naissance verte, et là c'est pareil, on est sur un sacré délire. Enfin bref, ce combat contre Dragon's Dream était vraiment exceptionnel, il le rend mais bien plus compréhensible, bien plus drôle, encore une fois, c'est extrêmement bien rythmé, extrêmement bien mis en scène, bien animé, le découpage, les plans, tout vraiment est choisi pour nous faire ressentir un peu l'atmosphère grotesque de ce combat, tout en faisant parfaitement comprendre les tenants et aboutissants du Feng Shui, ce qui se passe au niveau des zones de malchance, etc. Bref, c'est très très bien, il a réussi son rôle, à savoir parfaitement expliciter ce qui se passe dans ce combat et le rendre très agréable à visionner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer ce combat contre Dragon's Dream grâce à cet animé, c'est vraiment tout ce qu'on en attend, donc c'est vraiment juste parfait quoi. Oui, par contre, il y a un truc qui vient de me revenir, j'ai oublié d'en parler. Il y a un moment, pour Dragon's Dream, il y a une traduction qui le désigne comme un support et non comme un stand. Voilà, je trouve ça absolument honteux. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu passer sur Twitter, mais il fallait que je relève, parce que je viens de m'en rappeler, et c'est quand même absolument honteux. Bref, en dehors de ça, c'était trop bien, j'ai toujours eu du mal à comprendre la fin, et j'ai dû regarder un truc externe à l'animé, mais je mets ça sur le dos d'une mauvaise traduction française, qui, comme je viens de l'expliquer, a de très gros soucis. Mais bref, c'était très très bien, et maintenant je peux le dire haut et fort, vive Dragon's Dream! L'épisode n'est cependant pas terminé puisqu'on aura le droit à une scène post-générique dans laquelle on voit Jotaro, on revoit enfin Jotaro depuis tout ce temps, et pour la première fois dans le complexe, dans le sous-marin, je crois que c'est un sous-marin de la Speedogun Foundation. Alors il est pas dans son meilleur état le pauvre, mais ce qui est beau, c'est quand même que même dans une putain de blouse d'hôpital, en clinique etc, le ref garde un flow monumental, avec des étoiles sur ses épaules etc, et c'est ça qu'on attend de Jotaro, un homme qui a du flow en toutes circonstances. L'épisode s'arrêtera donc sur un bruit de capteur cardiaque, ou je ne sais pas ce que c'est, je suis pas médecin, mais bref, un truc qui montre que le type est sous léthargie médicale, il est pas très bien, quoi. Ce qui fait un peu nous inquiéter pour Jotaro, et qui renforce un peu les enjeux, surtout vu ce qui va se passer au début de l'épisode 19, oui. L'épisode 19, une naissance verte, adapte une bonne partie du tome 9, dont principalement son milieu. C'est un épisode qui va clairement servir de transition, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses très intéressantes, à commencer évidemment par la suite du flashback, de l'état de santé de Jotaro, sur laquelle il y a pas mal de choses à dire, puisque vous le verrez, il y a quelques changements assez étranges pour le coup sur cette scène. Tout d'abord, Jotaro, on le voit avec l'OST de la partie 3 en fond, encore une fois, il y a des problèmes avec les OST sur ce batch-là, des OST réutilisés dans certains moments où ça ne devrait pas l'être, mais là pour le coup, tu mets une OST de la partie 3 pour Jotaro, je dis oui, je disais déjà oui dans l'épisode 3, 4, 5, là ça marche encore très bien parce que voilà, c'est Jotaro, on adapte, même si encore une fois, on préférait que ce soit des remixes complets, comme on avait dans The Stardust Man Appear par exemple, dans Diamond Unblockable, mais c'est pas grave, voilà, c'est Jotaro, on met une OST de la partie 3, ça me va. Bref, ce qui est intéressant surtout, c'est ce qui va se passer, à savoir le lien entre Jolyne et son père, qui est très beau et qui nous est rappelé par cet épisode-là. Alors, j'ai jamais bien compris ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a une cicatrice qui apparaît sur le bras de Jotaro, où il y a écrit Jolyne, cicatrice qui apparaît également à Jolyne en même temps. Alors ça, je sais pas si c'est encore un lien des Joestar. Alors, les liens avec les marques de naissance, les Joestar et tout, c'est un peu un délire dans Stone Ocean. Je vais pas spoiler pour le moment, mais je pense que vous allez voir, vous verrez qu'avec le bébé vert, il y a déjà un truc bizarre et ça risque pas d'aller en s'arrangeant. Bref, je sais pas exactement d'où ça sort. Les pros du lore des marques de scarification sur les JoJo peuvent m'éclairer en commentaire, mais en tout cas, je pense que moi c'est surtout symbolique, bien sûr, pour dire qu'il y a le lien entre les deux et que malgré tout, malgré la distance, malgré le fait que Jotaro est à deux doigts de crever, il pense à elle, ça sera étoffé par les petits flashbacks de la partie 1 de Stone Ocean où on les voit ensemble sous fond d'OST de Stardust émouvante. Voilà, petit instant qui nous permet d'avoir un petit update sur la relation Jolyne-Jotaro. Voilà, Jolyne qui a une espèce de rêve, une espèce de petite vision grâce à cette marque ou je ne sais quoi, qui dit que putain bah son père c'est quand même un mec stylé et puis qui s'aime quoi. Voilà, c'est parfaitement en accord avec l'opening qui change à la fin en plus, donc ça on aime beaucoup. Ceci dit, c'est un peu bizarre puisqu'en effet à ce moment-là apparaissait le flashback de Jolyne. Alors je vais pas dire ce qui se passe dans ce flashback, même si je crois en fait, il y avait une partie de ce flashback-là qui apparaissait dans le batch 1, épisode 3, je crois, au moment où elle rencontre Jotaro, où je crois qu'on sait qu'elle a fait une connerie, que sa mère appelle Jotaro et qu'il répond pas. En réalité, ce flashback-là est un peu plus long, il développe plus de trucs, et il apparaît à ce moment-là, en fait, au moment où on voit le changement de plan entre la marque de Jolyne et celle de Jotaro. C'est pas un flashback du premier batch qu'on voit,
mais un flashback totalement inédit dans lequel on voit plus de trucs à propos de Jolyne. Donc c'est bizarre, est-ce qu'ils l'ont enlevé parce qu'il est pas utile? Je trouverais ça un peu dommage, parce que franchement ça marche bien mieux que cette espèce de truc bizarre qu'ils nous ont fait avec le résumé du tiers d'avant, quoi. Ou alors est-ce qu'ils nous le mettront plus tard? Dans ce cas, je vois pas où est-ce qu'ils pourraient le mettre. En vrai, c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Écoutez, j'émets des réserves pour l'instant. Si il est ajouté plus tard, c'est bizarre. S'il l'est pas, ça l'est encore plus, parce que pour moi, vraiment, il avait sa place à ce moment-là. On va voir ce que nous fera David Prod, mais en tout cas, c'est la seule grosse réserve scénaristique que j'ai sur l'anime pour l'instant. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette scène-là, et j'espère qu'on aura le droit à ce flashback dans son intégralité plus tard, parce que quand même, il est assez important. Et ce serait con de passer à côté, quoi. Surtout que Stone Ocean a des très bons flashbacks, et celui-ci en fait quand même partie. Bref, l'épisode va donc commencer avec ce cher Anasui qui va demander à Foo Fighters de faire tomber Jolyne pour pouvoir la peloter, etc. Alors oui, ça j'en ai pas trop parlé dans l'intro d'Anasui, dans la review de l'épisode, je sais plus si c'était le 15 ou le 16. J'ai pas évoqué cet aspect fou amoureux d'Anasui. Encore une fois, on sait pas trop d'où ça sort, mais c'est évidemment ce qui fait l'humour et le fait que le personnage est extrêmement drôle. Ça marche extrêmement bien, c'est très très marrant de dire qu'il y a un psychopathe qui s'est attaché à Jolyne comme ça, c'est ça qui fait que le mec a un peu un double jeu et qu'on sait pas si on doit le croire ou quoi, mais malgré tout ses sentiments sont sincères, et j'aime beaucoup cette relation Anasui-Jolyne, même si elle est très très malsaine, très bizarre, mais à la fois ça nous a jamais montré comme malsain, et c'est surtout très très drôle, quoi. Bref, le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, en tombant, Jolyne elle va se rendre compte qu'il y a le mec bizarre là qui avait récupéré l'os de Dio, parce qu'ils sont là pour ça à la base, hein, pour récupérer l'os de Dio, de manière à ce que Whitesnake vienne à eux et qu'elle puisse récupérer son disque souvenir, le disque souvenir de Jotaro, le disque stand, je sais plus, je crois que c'est les souvenirs. Bref, l'os de Dio sera récupéré et emporté par l'un des résidents du quartier disciplinaire, mais il va se passer un truc de fou, c'est qu'en fait, voilà, les transformations de la naissance verte qui vont commencer à arriver, le type va se transformer en arbre, il y aura un arbre qui va lui pousser dans la bouche, son crâne va exploser, et bordel, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est encore plus terrifiant en animé avec les animations. Là, on est dans le body horror de fou furieux, c'est absolument exceptionnel, j'adore ça. En plus, le type va nous refaire un Lelo Lelo absolument terrifiant, bien plus que celui de Kakyoin. Et j'adore ça, vraiment, c'était aussi un des passages que j'attendais le plus en animé, ce moment de la naissance verte qui est extrêmement glauque, extrêmement malsain, et qui est encore une fois accentué par une palette de couleurs excellente, qui est assez similaire à celle du ciel du crépuscule qu'on pouvait avoir dans le combat contre Marilyn Manson. Là, franchement, le fait que l'action prenne place en plein crépuscule, ça renforce clairement l'atmosphère glauque et pesante, personne ne sait ce qui se passe, c'est trop bien, et j'adore vraiment ce genre de moment dans Jojo, quoi. Tout ça va mener à, évidemment, l'apparition du bébé vert, et là, la mise en scène est évidemment exceptionnelle, comme d'habitude. On se demande tous ce que c'est que cet énorme bébé vert qui a pris naissance au sein d'un espèce de cocon bizarre au milieu d'arbres, etc. C'est absolument terrifiant, personne sait ce que c'est. T'as Jolyne qui dit que ouais, il y a des radis en forme de sein, machin, et qu'il y a ça, et peut-être que ça en fait partie, mais non, Jolyne c'est tellement plus complexe que ça, et c'est tellement terrifiant. Pour accentuer encore une fois l'horreur de la scène, on voit ce cher Guccio, qui est donc le manieur de Survivor, qu'on voit enfin, qui est totalement terrifié d'avoir vu tous les autres crever en voyant des plantes pousser de l'intérieur de leur corps. Tu m'étonnes, ça doit être assez terrifiant quand même. Et là, c'est Anasui qui va faire une Anasui, ce gros bâtard. Ça, franchement, j'avais carrément oublié cette scène. Il va lui caresser les côtes bizarrement. Bon, tu te dis, ok, c'est juste pour sortir une anecdote bizarre en mode chaque être humain a 2 fois 12 côtes. Mais en fait, le type, il va se casser. Il va rejoindre D et G, un des autres manieurs de stand qui a été envoyé par Pucci, ou DNG, excusez-moi, j'ai lu en anglais, en français, pardon, sur la trame de Delcourt, et c'est écrit D et G, même si c'est en effet pas très très classe. Bref, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'Anasui a mis Diverdown dans les côtes, voilà, de manière à ce que ça se referme comme un piège mortel sur D et G, et franchement, c'est d'une violence absolument inouïe. Les sound effects de côte qui transpercent son bras, qui percent l'espèce de filtre inversé sur la tête de D et G. Les kanji, c'est hyper bien mis en scène, c'est hyper classe, et évidemment terminé par ce regard de fou furieux d'Anasui qui voit pleurer DG, enfin bref, c'est extrêmement bien. On se rend compte encore une fois de plus que le type est un taré, qu'Anasui il est pas stable mentalement, et qu'il faut pas nous le faire passer comme un type comme un type sympa et attentionné, Raki, hein. J'ai du mal avec Anasui, je vous l'ai déjà dit. Bref, très stylé. Encore une fois, on se demande ce qui se passe à ce moment-là de l'animé, c'est très très bizarre, un enchaînement d'événements, mais qui n'a pas de sens. Il suffit de voir comment est-ce que le type va repartir après ça, là, le manieur de Survivor,
avec ses bras en l'air, enfin bref, c'est absolument terrifiant, c'est cauchemardesque cet épisode-là, et c'est totalement ce que j'attendais d'un épisode qui est censé mettre en avant la naissance du bébé vert, qui est l'un des événements les plus bizarres de Stone Ocean. Et ça va se terminer donc avec l'apparition de Yo-Yo-Ma, le stand qui va nous occuper pendant les prochains épisodes. Un stand que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce stand. Il dégage vraiment un truc, une vibe Shigeshi. Alors au début je me demandais pourquoi, alors un espèce de Shigeki BDSM bizarre évidemment, mais je me demandais pourquoi au début, je me suis dit attends mais sa voix elle ressemble quand même beaucoup à Shigeshi. Et en effet c'est bel et bien Keppei Yamaguchi qui le double dans les deux cas. Et le choix est évidemment parfait, vraiment il est de la même intonation presque, c'est extrêmement drôle. Et ça me fait encore plus m'attacher à Yo-Yo-Ma qui est un stand que j'aime bien. Alors on enchaîne les stands qui sont plutôt cool, voilà, qui dans le manga peuvent paraître un peu chiants mais qui ont été parfaitement réussis dans l'animé. Et surtout qui ont des designs que j'aime bien, voilà, j'ai du mal avec Planet Waves. Mais là le combo Dragon's Dream Yo-Yo-Ma, j'aime beaucoup ces deux stands, voilà, Yo-Yo-Ma est très bizarre mais il dégage un petit truc très très malsain et j'aime beaucoup ça quoi. Bref. Le groupe va donc se séparer, d'un côté Anasui et Jolyne avec Yo-Yo-Ma pour essayer de s'échapper avec le bébé vert, de l'autre côté Foo Fighters qui reste sur la terre ferme pour buter le manieur de Yo-Yo-Ma, puisqu'évidemment si le truc a l'air sympa, on se doute bien que il cache des intentions un peu plus sombres, puisqu'en effet on se rend compte que Yo-Yo-Ma a attaqué on ne sait comment Foo Fighters, que cette dernière a la gueule absolument défoncée, et que c'est pas sa gueule de con derrière le bateau qui va venir rassurer Anasui et Jolyne, même s'ils ne s'en rendent encore pas compte. Voilà, donc c'est une excellente manière que de terminer un épisode qui aura été absolument terrifiant, absolument macabre et dégueu du début à la fin, franchement. Le premier gros tournant de Stone Ocean qui commence à plonger dans un truc bien sombre. Franchement, ce reveal de la violence de Yo-Yo-Ma, je m'en remettrai jamais. Déjà que dans le manga c'était très fort. Là, ça marche encore mieux parce que dans le manga c'était divisé en deux chapitres, le moment où on se rend compte que Foo Fighters a la gueule défoncée, et le moment où elle dit de faire attention à Yo-Yo-Ma sur le bateau, c'était divisé en deux chapitres, du coup ça marchait un peu moins. Mais là, tout arrive à la fin, il y a un énorme ascenseur émotionnel où on se dit que oui, bon, c'est un stand un peu chiant, mais le truc a pas l'air méchant, juste un peu collant, quoi. Mais là, on se rend compte que vraiment le truc est terrifiant, et la manière dont c'est fait, il y a un giga ascenseur émotionnel qui nous fait passer de tranquille à putain, c'est vraiment la merde. Et le fait que ça arrive en fin d'épisode, c'est encore plus brillant que dans le manga où ça avait été coupé en deux. Et cette séparation entre le groupe risque de mener à des conséquences désastreuses. La hype commence à monter. C'est parti, on enchaîne directement avec l'épisode 20. L'épisode 20, nommé Le Témoin, adapte la fin du chapitre 9 et débute le tome 10, oui bordel. On est déjà au 10e tome de Stone Ocean dans l'animé, ça va très vite. Et forcément, voir 12 épisodes d'un coup, t'as l'impression qu'on avance à une vitesse de fou, alors qu'en fait, il y a eu 9 mois entre les deux. Bref, dans la continuité de ce qu'on a vu avant, on retrouve de superbes décors avec des couleurs assez similaires, toujours plus crépusculaires. Là, c'est un peu plus marécageux, un peu plus exotique. Ça nous rappelle un peu ce qu'on a vu dans l'épisode avec Foo Fighters, même si là, on était clairement dans une ambiance plus de jour. Là, ça rend très très bien, encore une fois. L'attention est palpable, vous allez voir que petit à petit dans les épisodes, le ciel va doucement changer de couleur et devenir de plus en plus sombre jusqu'à atteindre un paroxysme. Et ça c'est un truc duquel on se rend pas spécialement compte en manga. Et franchement ça joue beaucoup pour l'ambiance d'avoir des ciels aussi marqués quoi. Donc c'est très 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 fort. Bref, sur le bateau ça va commencer à être la merde, puisque il y aura des gardiens, voilà, des gardiens de prison qui veulent les ramener. Yo-Yo-Ma a l'air sympa, puisque il cache Anasui et Jolyne qui se laissent faire docilement. Évidemment, leur cachette est absolument parfaite, si bien qu'ils se feront cramer au moment où les gardiens vont démarrer leur moteur, vu que les feuilles vont voler, quoi. Je vous passe les détails, ils vont s'en débarrasser, mais Yo-Yo-Ma va visiblement faire quelque chose de bizarre à Jolyne, puisqu'en effet, cette dernière va se faire Narantia Head, voilà, Talking Head, étant donné qu'il y aura des trous dans sa bouche, des trous dans sa langue qui vont l'empêcher de parler, et elle va juste faire des espèces de respiration erratique qu'Anasui, oh, excuse-moi, je suis désolé, Kai Fairouz a parfaitement su interpréter. Là c'est bien, voilà, on ressent évidemment la détresse de Jolyne, sauf que Anasui n'est pas le Giorno, Anasui n'est pas le QI de Giorno, même si le ref reste intelligent. Il va évidemment penser que Jolyne veut l'embrasser et simplement qu'elle est un peu chiante sur l'orientation. Voilà, c'est extrêmement drôle, voilà. Là, ils ont mis le background qui change pour renforcer l'aspect humoristique et crade de la scène. Ça viendra se terminer avec un bon gros uppercut de Jolyne qui fait vraiment super plaisir.
dans ce pauvre Anasui. Cette relation marche bien, voilà, elle est parfaitement sublimée par l'animé. Je suis très content des choix de mise en scène qu'ils ont fait là. Il fallait que ce soit mis en avant pour qu'on se rende compte que Anasui est vraiment complètement ravagé et que c'est quand même malgré tout très 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 drôle. Je tiens à noter le duel de regard qu'il y a entre Yo-Yoma et Jolyne qui a vraiment une mise en scène exceptionnelle avec des kanji très beaux, un espèce d'effet de flou et un arrière-plan tout bleu, tout ça avec un super color shift, probablement un de mes plans préférés de l'animé, ce duel de regard, c'était juste trop stylé. Et ça va mener Jolyne à du coup se mettre dos à Yo-Yoma pour voir comment est-ce que le ref attaque, surtout pour montrer à Anasui que il lui veut pas du bien, quoi. Le type est terrifiant, encore une fois, il s'en rapproche, il lui susurre des mots doux, et encore une fois, le color shift c'est super beau, ça fait super peur, et on ressent la menace et la terreur qu'inspire Yo-Yoma, parce que putain, avec les bonnes couleurs, avec le bon jeu de couleurs, il peut passer de trucs un peu mignons, quoi qu'il faut quand même avoir des bouts bizarres, à trucs absolument terrifiants, et ça c'est très fort parce que c'est un peu ce qui fait la force de Yo-Yoma, quoi. Jolyne va se faire attaquer par la salive de Yo-Yoma, puisqu'en effet, elle finira par comprendre que c'est de là dont viennent ses attaques, avec des petits moustiques qui projettent à une vitesse folle comme ça. Et là, on va voir l'œil de Jolyne se liquéfier après avoir été percé. Trop stylé, voilà le truc qui coule, qui perd de sa substance pour devenir un petit peu plus caoutchouteux. J'aime énormément ça, c'est très stylé. De même que le Be All Eyes qu'elle va balancer à Anasui avec son fil, voilà, encore une fois, très stylé. Et le type va peut-être comprendre qu'il y a un truc qui cloche avec Yo-Yoma, mais ça l'empêchera pas de se faire percer par un moustique à son tour, évidemment. Ceci dit, il va quand même lui mettre une grosse patate de Diver Down avec, je me répète, mais vraiment les sound effects de Diver Down, vraiment, une espèce de vibration ultra violente où on sent complètement ce qui se passe. C'est juste extrêmement stylé. Et là, franchement, en termes de mise en scène, on va aller dans des grosses extrêmes, quoi. On a le droit à un plan d'Anasui avec un color shift absolument divin. Le type a un flow monstrueux, c'est légendaire. Et à l'une des plus belles idées visuelles de l'anime jusqu'à maintenant pour moi, à savoir cette fumée psychédélique de respiration de Yo-Yoma, avec des espèces de couleurs abstraites, des formes abstraites, des couleurs vives et tout, c'est crade et trop stylé à la fois, franchement, j'ai absolument adoré ce plan. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Anasui avec son Diver Down? Eh ben, tout à l'heure, Yo-Yoma a sorti ses affaires dans laquelle il y avait des grenouilles, et en fait, il lui a incrusté une grenouille dans son cerveau, qui s'est connectée à ses neurones, à ses tissus, pour qu'en fait, eh ben, il devienne une grenouille mentalement, quoi. Ce qui est fort dans Jojo, c'est que les manieurs, ils savent toujours parfaitement se servir de leur stand, comme des trucs que t'aurais jamais imaginé, et quand tu y réfléchis, tu te dis, bah écoute, pourquoi pas, hein, si Araki a décidé que ça marchait, eh ben il a raison, parce que bah l'idée est quand même trop stylée, et voir Yo-Yoma se ridiculiser et essayer de confronter ses pensées sombres en mode, est-ce que, enfin, j'arrive pas à contenir mes pulsions de grenouille, je dois rester concentré sur la mission et tuer Anasui et Jolyne, mais ça reste une grenouille, quoi, il peut pas lutter contre sa nature même, insufflée grâce à Diver Down. Non, franchement, Diver Down, j'ai changé d'avis sur ce stand, j'avais du mal en manga, mais là, l'animé, il m'a fait comprendre à quel point il est incroyable. Le truc peut entrer dans le corps, et une fois qu'il y est, il fait ce qu'il veut, quoi, il peut prendre des dégâts, ok, mais il peut aussi se déplacer les côtes pour s'en servir comme d'un piège, même accrocher un animal au cerveau d'à quelqu'un pour que cette personne devienne un animal, du moins dans son comportement, enfin c'est lunaire, comment ce stand il est incroyable, c'est exceptionnel, Diver Dawn, vraiment, et ça je m'en étais pas rendu compte avant l'animé, quoi. Donc merci pour ça, quoi. Enfin, étant donné qu'ils sont débarrassés temporairement de Yo-Yoma, on va pouvoir retourner sur la terre ferme, avec les soldats qui découvrent les restes de ce qu'a donné le bébé vert. C'est vertigineux, ça fait trop peur, toutes ces branches qu'on voit partout. Franchement, ça marche encore une fois extrêmement bien. Et surtout, on l'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant en dehors des flashbacks, on l'a pas beaucoup vu en action dans le présent, l'apparition de Pucci qui apparaît directement avec de l'orgue, avec son thème qui est toujours absolument exceptionnel. Voilà, le charisme du type est légendaire. Évidemment, Foo Fighters le voit à distance et se demande qu'est-ce que fout le père ici. Et on aura le droit à l'une des scènes que j'attendais le plus. On attendait beaucoup, hein, finalement, dans ce batch-là, malgré tout. Même si c'est évidemment pas comparable à ce qu'on aura dans le dernier. C'est la scène de l'Alléluia, voilà, quand il va mettre un disque dans le crâne de Guccio, mais pas un disque stand, un vrai disque de musique qui chante Alléluia, voilà. C'est réussi. Écoutez, j'aurais beaucoup aimé que le CIO il mette du sien et chante par-dessus la musique enregistrée. Là, on a juste le droit à des espèces d'instruments qui volent. C'est très stylé visuellement. J'avoue que j'aurais aimé que le CIO se lâche un peu, ça aurait pu en plus
Ça aurait pu donner encore plus de charisme à Pucci, mais je vais pas m'en plaindre, la scène est stylée, le charisme de Pucci est toujours aussi fou, et ça me permet de bien nous rendre compte que le type est encore une fois complètement ravagé, et visiblement c'est un peu le mot d'ordre de ce badge de Stone Ocean. Il y a des trucs et des types ravagés partout, et on aime ça, vive Pucci vraiment à chaque fois que le type est... À chaque fois que le type apparaît, le compteur de charisme il augmente, il explose, et c'est vraiment à chaque fois les meilleures putains de scènes quoi, sérieusement. Et l'épisode va donc se terminer sur l'une des scènes les plus stylées de Stone Ocean, bien sûr, la confrontation entre Foo Fighters et Pucci. Franchement, c'était fou, les deux qui se rencontrent enfin et qui comprennent que bah oui, le meneur de Whitesnake, celui qui t'a embauché en tant que plancton, et ben c'est Pucci. Et c'est vrai que voir Pucci arriver comme ça et parler de stand, alors que jamais Foo Fighters se serait imaginé que c'est le meneur, et ben ça fait quelque chose, et même nous qui le savons depuis longtemps, ça marche. Parce que Pucci, voilà, il arrive en récitant ses nombres premiers, il prend sa pose derrière la cellule qui est la même que dans le manga, qui est trop classe. Bref, est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup Pucci? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai encore une fois beaucoup aimé cet épisode. De loin, pas le meilleur, certainement pas, mais vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé Yo-Yoma, des super idées de mise en scène, notamment vraiment cette putain de fumée psychédélique de Yo-Yoma et cette transition grenouille. J'ai adoré, voilà, un très bon épisode. Qui va entamer l'arc le plus important de ce deuxième match. Et voilà, cette deuxième review du deuxième batch de Stone Ocean est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer au moins autant que la première. De mon côté, j'ai monté les deux en une seule journée, c'est absolument lunaire. Comment est-ce que j'ai tryhard pour vous sortir ces reviews, pour pouvoir vous les sortir semaine par semaine comme ça. Mes derniers jours de vacances ont été assez sport, en tout cas ça aurait été un gros plaisir à faire bien sûr. Évidemment la plus belle récompense c'est de voir tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos avis, donc n'hésitez pas à en faire de même si vous avez des choses intéressantes à dire sur l'épisode, ou tout simplement des avis à poster sur la review, la vidéo machin. Tu peux évidemment comme d'habitude mettre un like, partager la vidéo, partager c'est évidemment ce qui aide le plus, ou même si tu te sens d'humeur généreuse et que tu en as les moyens, à cliquer sur le bouton rejoindre pour aider financièrement la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, un énorme merci à tous les donateurs qui régalent chaque mois. Et bref, je vais vous libérer, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière review si tout va bien, et oui, déjà, et après ça sera à nouveau rien pendant 8 mois, mais c'est pas grave, profitons du fait que la hype est encore là pour parler d'à quel point cette adaptation est exceptionnelle, puisqu'il ne faut pas l'oublier que la David Prod nous ont livré un truc incroyable, et c'est vraiment tout ce qui compte. Bref, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, bon appétit, ce que tu veux, et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien.